Avec le Covid, on a été confronté à un besoin d'innovation en santé, à une forme d'urgence qui s'est malheureusement imposée à nous. Alors de l'urgence, ça naît souvent de l'innovation. Et alors là, ça a été le cas. Nous allons en partager certaines de ces innovations. Comment aller plus loin? Comment pérenniser ces modèles d'innovation par nécessité pour aller vers des modèles d'innovation plus volontaristes, des modèles d'innovation de progrès? Et concrètement, au bout du bout, à quoi va ressembler l'hôpital de demain avec l'aide du numérique? Alors là, pour le coup, j'ai vraiment une table ronde incroyable avec les plus beaux projets sur ces sujets-là. Alors, concrètement, quels sont selon vous les enjeux de l'innovation dans la e-santé? Comment adressez-vous ces sujets dans vos structures? Nicolas, alors à la PHP, vous lancez une démarche d'innovation qui est très volontariste avec un projet qui incarne l'hôpital du futur, l'Hôtel Dieu. Alors, de quoi s'agit-il de ce projet? Au-delà de ce beau mot, l'Hôtel Dieu, ça nous fait tous un petit peu rêver. En plus, c'est dans un endroit très beau. Voilà. Oui, bonjour à tous. C'est plus qu'un mot, c'est un lieu et puis c'est un symbole de ce qu'est l'histoire de l'hôpital en France et de la manière dont il pourrait être amené à changer ou dont il change déjà. Avant de venir sur le projet, je voudrais repartir de votre point originel. Qu'est-ce que la crise nous a appris ou qu'est-ce qu'elle nous a permis de faire? Ce qu'elle nous a appris, obligé à faire collectivement, c'est à bouger vite et à bouger ensemble. Euh, le contexte même de la première vague nous a obligés les uns et les autres à trouver des solutions, à les trouver rapidement et à découvrir de nouvelles manières de travailler ensemble. Le meilleur exemple de ça, ou un des exemples de ça à la PHP, c'est la mise en place de Covidom dans des délais extrêmement limités. Autrement dit, la capacité collective à imaginer un système de suivi à distance des patients atteints de Covid avec un objectif qui était d'éviter de près ou de loin la submersion des urgences. Ça a été mis en place en l'espace de quelques jours. Ça s'est traduit par une forme de relation entre la PHP et l'entreprise qui a porté Covidom, à savoir Nouvéal, qui a été une relation qui était un peu particulière, un type de partenariat nouveau qu'on a vu émerger. Et tout l'enjeu, au fond, actuellement à l'Hôtel-Dieu, c'est d'essayer de faire ça sur d'autres sujets et avec d'autres acteurs que Nouvéal. Et avec une deuxième préoccupation, si vous m'autorisez à dépasser le temps On y va, imparti on y va. par nature, c'est de non seulement d'avoir cette qualité de relation-là, mais de rentrer dans des logiques ou des dynamiques de nature collective. C'est-à-dire non pas simplement établir des formes de partenariat entre l'hôpital et des startups qui soient plus fluides, plus proches, plus efficaces, mais aussi être capable d'amener des startups à travailler ensemble et à travailler avec nous pour construire des ensembles de solutions ou des ensembles de produits qui étaient pensés d'emblée pour être les plus cohérents et les plus puissants. Et derrière ça, la préoccupation, et je pense que chacun de nous la partage, c'est la question de savoir comment, d'un ensemble extrêmement important d'innovations, de projets, de dynamiques qui traversent l'ensemble de l'écosystème, et un certain nombre des acteurs sont dans la salle, on arrive à faire quelque chose qui passe à l'échelle et qui n'est pas simplement qu'une multiplicité de projets avec une multiplicité de sponsors dans une multiplicité d'établissements. Voilà. Ça, c'est une préoccupation très forte. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille, on y travaille aussi avec Antoine bien sûr, à essayer de faire en sorte de créer des lieux, des projets ou des dynamiques qui rassemblent et qui permettent de construire des coopérations réelles. Oui, c'est important de créer des lieux qui permettent de structurer des écosystèmes. C'est aussi un petit peu la démarche, hein, Gérard, me semble-t-il, dans le cadre de la Fondation Université de Paris, pour innover dans le parcours de soins et pas que sur le soin, en fait. Vous travaillez beaucoup à cette problématique d'animation d'écosystèmes. Comment avez-vous vécu cette crise et finalement, comment allez-vous aussi capitaliser sur toutes ces innovations qui ont émergé? Bonjour à tous. Je vais revenir, merci David, en un mot sur la crise et la capacité de mobilisation dans le domaine de l'innovation. On se souvient maintenant assez mal des tout premiers jours ou des toutes premières semaines de la pandémie où les hôpitaux étaient dans un état de très grande détresse parce qu'il manquait un certain nombre de choses élémentaires et on a pu, et c'est le fait de la crise, c'est pas le fait de notre mérite, euh, en quelques jours
installer, et c'est un exemple parmi d'autres, une batterie, une ferme de 60 imprimantes en 3 dimensions à Cochin pour aider à fabriquer des pièces pour des respirateurs dont les patients avaient besoin, des masques dont les soignants avaient besoin, des visières. Autrement dit, une accélération du passage de l'idée au passage au produit fini, qui est le fait de la crise et dont nous serions bien inspirés de garder la dynamique en temps de paix. Après, la e-santé, c'est très joli, surtout quand les acteurs de la santé y adhèrent et ne sont pas laissés sur le bord du trottoir. Et là, nous avons un rôle absolument considérable, qui est celui de la formation. Dans les études de médecine, aujourd'hui, il y a très peu de mentions à la e-santé, très peu de formation à la télémédecine, très peu d'embarquement des futurs praticiens à des techniques dont ils connaissent les noms et dont ils ignorent tout du contenu. Et là, on a un rôle absolument majeur à jouer, et je ne parle pas de la dissémination de ces connaissances, même à l'état théorique, à la population générale qui répète comme des mantras des mots qu'ils ne comprennent pas, et je pense que c'est notre devoir de mettre du contenu dans ces mots. C'est comme ça qu'on a créé une chaire d'intelligence artificielle en santé à l'Université de Paris, et grâce à la Fondation, chaire qui, sur le modèle des chaires anglo-saxonnes, est entièrement financée par un mécénat public-privé, et qui permet à des étudiants de tous horizons de rentrer profondément dans ce qu'est la e-santé et la manière dont l'intelligence artificielle peut transformer la donne. Parce qu'on est dans une approche qui est pluridisciplinaire. Il n'y a pas que des médecins dans les facultés de médecine qui viennent dans ces chaires. On y retrouve aussi des avocats, des juristes, des spécialistes de la tech, des mathématiciens, etc. Donc, est-ce que c'est pas un peu troublant dans une faculté de médecine de retrouver tous ces gens-là? Mais au contraire, c'est un bonheur parce que on a été tout à fait stupéfait de voir l'appétit que des ingénieurs, des étudiants d'école de commerce, comme vous le disiez, des personnes qui viennent de sciences humaines et sociales, qui viennent du droit, s'intéresser à ces aspects-là. Pourquoi? Parce que, au-delà des aspects techniques, au-delà de l'entrepôt de données et de la manière de fabriquer des algorithmes, il y a des aspects qui sont essentiels. L'éthique et la réglementation dans l'intelligence artificielle en santé sont des domaines où il y a tout à écrire. Il faut se rendre compte que jusque très récemment, pour ne pas dire jusqu'à maintenant, c'est un domaine qui ressemble au Far West. Donc, on a besoin d'injecter, et c'était l'une des paroles de la table ronde précédente également, on a besoin d'injecter de l'éthique, évidemment, mais aussi de la réglementation. Donc, les gens qui s'intéressent à l'éthique et les gens qui s'intéressent à la réglementation, tout naturellement, viennent dans ces facultés de médecine et on est bien heureux de les accueillir. Alors là, pour le coup, donc on a vu que l'hôpital avait besoin d'innover, qu'il avait besoin de stimuler la recherche avec l'Hôtel Dieu, que la formation évolue. Donc dans les facultés de médecine comme Paris Descartes, Paris Diderot, on intègre maintenant des cours avec des ingénieurs, des techs, etc., des data scientists. Et dans les pratiques, Marie-Laure, donc Médocteur, un acteur de la télémédecine, très engagé, d'ailleurs très active au LET, donc il y a une association sur les sociétés de télémédecine, et encore récemment avec la publication d'une tribune dans les Échos. Donc on sent cet engagement, et autour d'une idée qui est quand même assez nouvelle, hein, qui est de dire finalement, là ça y est, on a déjà beaucoup d'innovation, et là on a vu une accélération pendant les 2 ans, et finalement on est peut-être dans un moment d'inflexion où là il faut peut-être plutôt continuer indéfiniment à stimuler de l'innovation, comme le soulignait aussi Nicolas tout à l'heure. Il va peut-être falloir aussi rendre ces écosystèmes plus efficaces, plus efficients.
Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je partage les retours, la lecture de la crise nous permet aussi de nous projeter un peu sur le futur. La première chose, c'est moi ce qui m'a énormément surprise. Nous, il y a 2 ans et demi, mes docteurs, on était une petite entreprise, hein, on faisait moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Et donc, le fait de se mobiliser tous autour d'une priorité, fait qu'on a pu effectivement collaborer et déployer des innovations à plus grande échelle que ce qu'on faisait en sortant les rames depuis quelques années. Donc moi, c'est une première chose que je souhaite retenir, c'est que l'écosystème e-santé, vous disiez effectivement c'est un joli mot, peu importe comment on l'appelle, il est extrêmement varié, il est extrêmement dynamique, mais il n'est pas fédéré autour de quelques priorités. Et donc c'est comme ça qu'on voit pléthore d'innovations qui sont portées, on l'a vu tout à l'heure avec Alain Toledano et Fabrice Denis, quand on a un porteur qui est en capacité lui-même de mobiliser un écosystème, il y a des choses qui se font. Mais ça reste quand même des petites poches. Je ne veux pas minimiser l'impact de leur activité, mais vous parliez tout à l'heure de comment on déploie. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de c'est quoi les priorités qu'on donne à cet écosystème pour éviter que ces innovations soient diffuses, intéressantes évidemment, mais qu'on ne soit pas en capacité de les diffuser à grande échelle. Et puis il y a la deuxième chose, je crois, de leçons de crise et qui nous aide du coup, j'espère, pour construire demain et structurer des filières au plus grand bénéfice des patients, hein, dont on parlait tout à l'heure par ailleurs, c'est vraiment d'être dans cette logique de cadre de confiance. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui permettent de le faire et les invités de la table ronde en témoignent, mais c'est pas naturel en fait d'avoir les médecins, les ingénieurs, les DSI des hôpitaux, les start-upers au sein d'une même table ronde. Et on a même senti avant cette crise une espèce de bashing des entrepreneurs en santé, alors je me sentais un peu concernée, qui ne sont pas médecins et qui se permettent quand même d'intervenir dans la e-santé. Moi, je crois beaucoup à la collaboration, à l'apport des compétences en 360, et je crois qu'on l'a vécu. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, pour moi, c'est 2 choses. C'est vraiment recréer ces cadres de solidarité, d'interaction et de diffusion des innovations, et en faisant collaborer des acteurs qui sont concurrents. Vous disiez, hein, fédérer autour de la PHP plusieurs startups. Nous, chez Medoctors, on l'a fait tout de suite pendant la crise et on continue à le faire. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui aura toutes les solutions. Donc ça, c'est vraiment une chose qui, pour moi, est très importante. Et la deuxième, pardon de me répéter, mais pour moi, c'est important, c'est donnons-nous des priorités. C'est quoi les sujets sur lesquels on veut accélérer? Parce que là, sinon, ça va repatauger, pardon du terme, mais on sait bien que là, on arrive à remobiliser parce qu'il y a une 5e vague. C'est quand même dommage. La télésanté, l'innovation, c'est pas juste des outils de gestion de crise sanitaire. Donc pour moi, c'est important aussi. Et ces 2 éléments-là, pour moi, sont structurants pour déployer massivement derrière. Ouais, c'est avec Medoctors, donc c'est de la télémédecine, avec de la téléconsultation, de la téléexpertise, etc. Donc vous êtes vraiment en première ligne, Medoctors est vraiment en première ligne sur cette vague digitale qui est arrivée. Mais on le voit, le sujet, c'est comment on passe de cette innovation de crise à une innovation plus de progrès, plus durable. Et donc là, on le voit, c'est assez multifactoriel finalement. Il y a des acteurs de la tech, des acteurs hospitaliers, des acteurs de l'information. Et du coup, Antoine, comment est-ce qu'on va rassembler tous ces sujets-là et leur donner un peu de cohérence finalement? On voit que c'est un des grands enjeux aujourd'hui qui est exprimé à travers les différentes prises de parole. Et on voit aussi et surtout qu'au-delà de l'exemple qui a parfaitement bien illustré ce qui était possible, qu'on a tous vécu récemment, qu'il y a un alignement et un moment qui s'est construit, aussi parce que les pouvoirs publics ont mis depuis plusieurs années des éléments de fondation extrêmement solides, extrêmement forts, qui permettent justement en ce moment d'arriver à construire des éléments qui sont peut-être plus incarnants, plus visibles. Et donc toute la politique qui a été mise en place autour de la création de la délégation interministérielle du numérique en santé, la création du Health Data Hub, de l'agence du numérique en santé, et tous les éléments un peu fondateurs, un peu techniques, à travers les politiques publiques et à travers des financements qui sont quand même inédits, il faut le dire aujourd'hui, à travers la stratégie d'accélération santé numérique, à travers les différents programmes PIA 4, à travers ce qui s'annonce dans France Innovation 2030, on a finalement les outils, la volonté et la vision pour aligner tous ces éléments et créer justement un passage à l'échelle. Et c'est ce qui s'incarne aujourd'hui, en tout cas dans la volonté du président de la République à travers Paris Santé Campus, qui a vocation justement à créer un ensemble qui valorise les expertises, qui fait se rencontrer
les expertises et qui va justement dynamiser, en tout cas qui a vocation à dynamiser, mais en valorisant les partenariats, en valorisant les dynamiques qui sont mises en place là où elles sont, à l'Hôtel-Dieu notamment, puisque c'est effectivement une partie des discussions très actives qu'on a en ce moment, mais aussi à travers les régions, à travers tout ce qui existe et qui peut permettre d'arriver à donner un effet de passage à l'échelle à ces éléments. Et donc c'est ce qu'on va nous s'attacher à faire monter avec 4 grands enjeux qui sont identifiés. Le premier, c'est que ce qu'on appelle l'e-santé, moi je préfère le numérique en santé, mais n'existe pas sans la donnée. Et donc diffuser cette culture de la donnée, arriver à comprendre tous les éléments qui permettent de mieux la collecter, de mieux la stocker, de la valoriser, c'est un point important, de la sécuriser et puis de penser tous les éléments qui sont attachés à cette donnée, c'est un point qui est absolument essentiel et pour lequel on a besoin vraiment d'un axe fort. Le deuxième, c'est que sans les compétences, on n'ira pas non plus très loin. Gérard en a parlé tout à l'heure à travers les professionnels de santé, mais au-delà des professionnels de santé, on voit la multidisciplinarité qui est nécessaire dans ces nouveaux métiers autour de l'intelligence artificielle, autour de l'analyse des données, autour de l'algorithmique, etc. Et donc arriver à faire monter les talents de demain en pensant à la fois les compétences qui sont nécessaires et les cursus de formation qui sont associés, c'est absolument fondamental. Si on veut là aussi passer à l'échelle, sinon on sera sur un plateau qui ne nous permettra pas d'aller au niveau des ambitions qu'on veut atteindre. Le troisième élément qui est essentiel, c'est la création de valeur. Création de valeur, qu'elle soit scientifique, mais qu'elle soit aussi économique, et arriver à comprendre comment est-ce qu'on accompagne tout un secteur qui est extraordinairement dynamique, qui est capable de se rassembler, on l'a vu récemment, et qui est capable d'accompagner l'ensemble du système de santé à produire de l'innovation. Et donc évidemment derrière, c'est l'enjeu de créer des entreprises et de créer des emplois. Et le quatrième grand axe, c'est finalement ce qui nous amène tous et qu'on voit de façon transversale sur toutes les prises de parole, c'est la vision de l'amélioration du système de santé, du service qu'il va rendre au quotidien pour les patients, et avec cette volonté justement de se dire que le patient devient beaucoup plus acteur, beaucoup plus central qu'il ne l'a été, et au-delà des grandes intentions, que ce soit réellement des faits et des réalités pour chacun d'entre nous en tant que patient potentiel. Donc voilà pour nous la grande vision des 4 grands axes qu'on souhaite développer. Donc du coup, on un petit peu tous les vues et on leur donne une cohérence d'ensemble. Mais aussi, c'est aussi incarné par un lieu. C'est absolument aussi incarné par un lieu, et parce qu'à un moment, il faut donner de la réalité concrète et que les rencontres et les échanges qu'on va favoriser, évidemment, ils vont notamment dans les approches numériques, se porter sur des environnements virtuels, mais aussi et surtout sur la rencontre qu'on voit à travers la richesse qui peut se produire dans la machine à café, dans la cafétéria, etc. On l'a vu dans le lieu qu'on est en train d'ouvrir effectivement dans le 15e arrondissement, qui est en train de s'installer. Dès qu'un chercheur rencontre un entrepreneur, l'un fait de la recherche sur les ultrasons, l'autre fait des cabines de télémédecine, et puis en 30 secondes, on se dit, tiens, si on mettait une sonde d'échographie très simple, est-ce que ça augmenterait la capacité de faire des analyses, etc. Et hop, une idée qui naît et un projet qui pourra peut-être se réaliser. Donc il y a énormément d'exemples comme ça qui s'incarnent aussi à travers un lieu emblématique. On le sait, la machine café est un puissant lieu de création d'innovation. Et effectivement, il faut incarner, créer cette rencontre, cette collision de talents et de compétences. Gérard, parce que Gérard va devoir nous abandonner là bientôt, il a une contrainte. Du coup, Gérard, c'est aussi donc travailler avec des compétences nouvelles. On l'a vu, c'est aussi créer des environnements pour structurer, porter, développer ces innovations. Mais au bout du bout, quand même, c'est aussi projeter ces innovations dans le parcours de soins. Et ce parcours de soins, lui, doit évoluer. Donc, finalement, qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet-là? Parce que moi, j'imagine bien, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, mais qu'une fois qu'on aura mis en place tout ce qu'on vient d'évoquer, on ne soignera peut-être pas tout à fait de la même manière, et peut-être même que les rôles et responsabilités des différents acteurs sur la chaîne médicale, médico-sociale, paramédicaux, peut évoluer également. Et donc finalement, ça remet je dirais pas en cause, mais en tout cas, ça va vous pousser, vous, à évoluer dans la manière d'enseigner, mais surtout en amont d'imaginer les nouveaux parcours, peut-être plus digitaux, mais finalement peut-être aussi, surtout, plus collaboratifs et plus ouverts. Absolument. Alors, bien sûr, ça jette une
une grosse pierre dans la mare de mes collègues enseignants et dans la manière dont ils délivrent des messages pour les futurs praticiens. Mais il est absolument vrai que la crise l'a montré, nous avons besoin de développer vite de l'innovation dans des domaines qui ont été jusque-là formidablement délaissés. Je vous donne un exemple, c'est la santé mentale. On a vu exploser les pathologies mentales durant le confinement. On a vu les addictions aux écrans, et pas que, se multiplier de manière considérable. Et on s'est dit, au fond, la e-santé mentale est un grand oublié du mouvement de l'innovation en santé. Et c'est pour ça qu'on a créé un consortium extrêmement rapidement, public-privé, Antoine en fait partie, Johnson & Johnson en fait partie, France Biotech en fait partie, la PHP en fait partie, et j'en oublie, pour lancer très rapidement des appels à projets pour des solutions innovantes dans le domaine de la e-santé. Ça s'appelle Impact. Le premier appel à projet est lancé, les premiers projets arrivent, ils seront soutenus à la fois avec des aspects financiers et des aspects de mentoring. Quel est le but? Exactement celui dont vous avez parlé, modifier profondément, grâce à ces outils, le parcours de soins. Et le parcours de soins dans un domaine comme la santé mentale, on le voit bien, ça commence sur le lieu de travail, que ça soit à l'université ou dans l'entreprise, il faut du repérage, mais une fois qu'on a repéré, c'est très bien, mais il faut prendre en charge. Est-ce qu'on est capable de combler certains trous dans la raquette grâce à ces nouveaux outils? Je crois que c'est aussi une autre façon d'appréhender ce qui sera demain l'hôpital, qui, d'un lieu fermé, quand vous étudiez l'architecture hospitalière, vous voyez que ça ressemblait, il y a 100 ans, beaucoup à une prison, y compris les grilles, et qu'aujourd'hui, c'est un lieu ouvert, et demain, ça sera en grande partie un lieu dématérialisé. Et cette dématérialisation, elle est liée, elle est possible grâce au numérique en santé. Et je souscris à la manière dont Antoine corrige de e-santé à numérique en santé, parce que c'est toute une myriade d'applications qui changent notre façon de vivre en bonne santé, mais qui changent notre façon de vivre en étant patient et en étant malade également. Alors là, du coup, Nicolas, à la PHP, on est en plein dedans. Là, on est vraiment sur un sujet. Quand on a préparé la table ronde, on avait évoqué finalement cette vision d'un hôpital qui serait un hôpital où finalement la relation ne s'arrête pas juste au présentiel dans les lieux. Il y a une forme de continuum, un avant, un après, un hôpital, on va dire, beaucoup plus ubiquitaire dans sa relation avec ses patients, mais pas que sur l'administratif. Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que vient de dire à l'instant Gérard Friedlander, qui est absolument et totalement juste. C'est précisément ça l'enjeu. On passe d'un monde dans lequel l'hôpital, c'est une capacité à accueillir physiquement des patients à un instant donné, dans des lieux qui par ailleurs sont des lieux fermés, et où tout est organisé autour de cela. Et au passage, nous avons vécu et nous vivons aujourd'hui les effets de ce modèle, puisque l'ensemble de la société vit au rythme de la capacité hospitalière à absorber un flux de patients dans des conditions inédites. Donc il faut passer de ce modèle-là, qui est un modèle physique, un modèle de temps de présence, un modèle d'intervention physique sur un patient, à quelque chose qui va non pas être totalement virtuel, mais devenir quelque chose de mixte, c'est-à-dire un univers où le patient il est suivi avant, il est suivi après, où un certain nombre de données de vie réelle collectées sont partagées avec les médecins, avec une capacité, mais chacun de nous a ça à l'esprit, à être capable de repérer des signaux de dégradation, à être capable du coup de faire venir le patient plus tôt, plus tard, de déclencher des séries d'interventions.
Et j'insiste sur ce point-là parce qu'il est important. On est encore aujourd'hui un peu à la première époque ou au premier âge du suivi à distance des patients. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est établir un lien, remplir des questionnaires, être capable comme ça d'anticiper, d'identifier des situations, des dégradations, etc., qui est quelque chose d'important et d'utile. Il y a derrière ça une deuxième époque qui va venir et qui est quelque part, y compris dans ce que disait Gérard Friedlander à l'instant, au travers de la santé mentale, qui est comment ce lien numérique établi avec le patient devient un lien médical, permet d'intervenir, de réagir, pas simplement de téléconsulter, mais aussi d'être capable d'utiliser ce lien numérique-là pour intervenir sur les comportements, bref, enrichir la relation. Et là, on voit qu'on passe vers un univers qui est vraiment très mixte dans sa nature. Bien sûr qu'à la fin, il y aura toujours de la consultation physique. Bien sûr qu'à la fin, on viendra toujours à l'hôpital, y compris pour se faire opérer. Mais on va rentrer dans un espèce de continuum de soins ou de soins continués et qui va nécessiter, vous le disiez David parfaitement, et c'est évidemment très juste, que l'ensemble des acteurs du système de santé soient les acteurs de ce parcours de soins-là. Je citais Covidom tout à l'heure, c'est un succès collectif. Médecine de ville, enfin URPS Île-de-France, AP, ARS, tout le monde est rentré dans cette logique-là. Et de la même manière qu'on a besoin de construire des outils qui permettent de donner à cet univers de soins digital-là toute son épaisseur, de la même manière, on a besoin d'inclure dans cet univers-là tous ceux qui, in fine, soignent effectivement. Alors, je crois que Gérard va devoir nous quitter. Merci Gérard et bravo pour ce magnifique projet dont la fondation a été... Désolé de devoir vous quitter parce que c'est passionnant, mais à très bientôt, j'en suis sûr. Bientôt Gérard, merci à toi. Et donc du coup, donc là on a partagé pas mal de visions, mais très concrètement, Marie-Laure, on en est où? Parce que là, Médocteur est en première ligne sur ce parcours de soins sur les territoires, au-delà de la tech, où on en est sur ces évolutions de pratiques. Donc on a mis beaucoup d'emphase, mais il y a encore pas mal de chemin encore devant nous pour créer ce lien entre la ville et l'hôpital. Oui, moi je rebondis sur la deuxième étape, on a tous envie d'y aller. Le continuum du parcours de soins, nous comment on le vit chez Médocteur, on le vit aussi dans la capacité, et c'est ce que vous disiez sur la vision de l'hôpital de demain, la capacité à promouvoir ce continuum entre le digital et le présentiel. Avant d'aller sur la question, David, de demain, il y a des choses comme ça qui permettent ce continuum. Par exemple, Médocteur, on n'intervient pas que sur la téléconsultation, on est vraiment dans la télésanté de manière générale, et notamment quand vous organisez auprès de patients pour les maintenir à domicile, on parlait des seniors tout à l'heure, une tournée avec des aides-soignantes qui accompagnent le patient au quotidien et qui permettent de faire une téléconsultation soit avec un médecin, soit avec une infirmière en pratique avancée, vous êtes complètement là dans la réparation du parcours de soins, pardon de le dire comme ça, c'est beaucoup moins joli continuum, mais on sait bien qu'il y a des petits accros. Donc là, en plus, ça couple quelque chose qui nous est très cher chez Médocteur, c'est que ça couple la prise en compte des problématiques organisationnelles, parce qu'on parle assez peu de l'organisation, mais c'est quand même un des sujets au déploiement de ces innovations en santé. Ça couple la valorisation de l'ensemble des acteurs du soin, et pas juste le médecin, sur lequel on a fait beaucoup d'emphase avec la téléconsultation pendant la crise Covid, ce qui est absolument naturel par ailleurs. Et ça couple aussi donc le présentiel, la capacité à faire les soins en présentiel, et avec le numérique et la data. Pardon de faire cette petite aparté, mais en plus le médico-social est très rarement représenté, et donc je me permets aussi de l'intégrer au discours. Et donc c'est bien ça. Et donc c'est quoi pour nous demain? Nous, opérateurs de télésanté, on tenait un accélérateur des transformations organisationnelles, de la prise en compte aussi des nouveaux rôles. L'infirmière en pratique avancée en est un, et on est la matérialisation de tout ça. Donc à ce stade-là, toutes les évolutions organisationnelles, notamment sur la ville et l'hôpital, on est en capacité de les accélérer. La deuxième chose, c'est que nous, on véhicule de la data. Évidemment, c'est notre métier, nous, on est dans le lien. La télésanté, c'est une capacité de mettre en lien. Et donc, comment on va
s'orienter là-dessus. Très clairement, pour un opérateur comme MedDoctor, l'idée n'est pas aller s'attaquer aux gros systèmes d'information des hôpitaux qui sont très compliqués, pas toujours agiles. Je ne fais pas de procès d'intention, mais on voit bien les DSI quand ils nous en parlent, voilà, on ne veut surtout pas y toucher parce que sinon ça va être, on a peur que ça dégringole. Donc nous, on est là, de par notre culture du digital aussi, pour apporter ces liens. Et il y a deux choses qui sont clés. La première, c'est déjà être focus sur les usages des soignants. Ça, pour moi, c'est essentiel, et pas arriver avec une approche très réglementée des choses, mais être sur les usages. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'opérateur du numérique, les problématiques de sécurité qui sont cœur quand même pour un DSI hospitalier, c'est des problématiques, je ne dis pas, on n'est jamais toujours sûr à 1000% qu'on est vraiment infranchissable, mais la sécurité, c'est quelque chose qu'on connaît. Et puis la troisième chose, et ce qui fait qu'on va apporter de la valeur, je pense, c'est qu'on est en capacité d'interopérabiliser assez vite. Les outils de télésanté sont des outils extrêmement simples à plugger sur un parcours et à plugger sur un système d'information. Donc voilà un petit peu comment on y va. Et nous, on est vraiment dans tout ce qui est collaboration entre une équipe soignante et un patient. Enfin, il faut un dossier patient sur lequel on arrive à collecter l'ensemble des données de manière sécurisée, et après des outils qui mettent en lien. Je dirais, si on regarde les choses comme ça, c'est assez simple en fait. Hein, mais c'est bien ça l'important. Mais en revanche, et dernière petite chose, pardon, je suis très bavarde, en revanche, on n'y arrivera pas si on n'intègre pas les équipes de soignants. Je peux vous dire que la téléconsultation en EHPAD, c'est quelque chose, tout le monde y croit, tout le monde pense que ça fait du sens, mais le temps médical et le temps soignant disponible étant si peu important dans les EHPAD, que quand on n'a pas accompagné ça d'une organisation, de la création de rôles au sein de cette chaîne de valeur, on n'arrive pas à déployer. Donc oui, il faut des data scientists, il faut des médecins, il faut aussi des gens qui sont en capacité d'aider à organiser aussi. Et je pense que dans le lien ville-hôpital, on parlait tout à l'heure de la création de rôles spécifiques pour les infirmières pour collecter la data de la télésurveillance. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension organisationnelle non plus. Là, pour le coup, Antoine, c'est vraiment un des objets que vous allez travailler, me semble-t-il, ainsi que Nicolas, dans ces univers, on va dire, très aussi pragmatiques et opérationnels. Faire le lien entre cette innovation digitale et le monde de l'hôpital. Ça s'est traduit par des projets très concrets, je crois, Antoine, hein, ces derniers temps, de manière très concrète. Ça veut dire quoi dans ces innovations? On parle de tests de PCR rapide, de collecte de données pour établir des tableaux de suivi, de l'innovation réglementaire. Enfin, finalement, on a vu beaucoup de choses se produire qu'on n'aurait même pas pensé possible il y a encore 1 ou 2 ou 3 ans. On a changé d'époque d'une certaine manière. Absolument. Je trouve que ce qui est très intéressant de la période qu'on a travaillé, en tout cas moi ce que j'en retiens comme un apprentissage commun, c'est que ce qu'on ne pensait pas possible en fait est réalisable. Ça a été très clairement dit par Nicolas à travers Covidome, à travers la mobilisation exceptionnelle qu'il y a eu aussi dans tous les services hospitaliers qu'on a vu. Effectivement, vous disiez qu'on ne s'en rappelait pas. Moi, je me rappelle très bien fin février, début mars l'année dernière. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont atteignables, d'accord ? Et en fait, cette communauté dont on parle, ces synergies dont on parle, ces complémentarités, réaliser des objectifs, les universités par exemple, et j'étais avec Gérard à ce moment-là, qui se penchait sur la transformation de leur modalité d'enseignement en distanciel en se disant objectif 5 ans, on va peut-être y arriver. En une semaine, ils ont changé complètement de paradigme. Nicolas est bien placé pour le savoir également. Donc tout ça, c'est possible, c'est atteignable. Voilà. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça met en avant aussi le caractère extrêmement polymorphe de l'innovation. Et il faut arriver à cette vision. L'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, elle est organisationnelle, elle est éthique et elle se porte vraiment dans tous les aspects du fonctionnement de notre système de santé. Et là aussi, si on prend plus spécifiquement les enjeux numériques, on l'a vu à travers la crise. La capacité à avoir une information mise à jour quotidiennement sur le nombre de cas dans une commune avec une finesse extrême, jamais personne en janvier 2020 aurait pensé ça capable pour une pathologie. Aujourd'hui, ça existe. La capacité à connecter tous les laboratoires de France en 15 jours avec un système dont l'AP a été un des éléments essentiels pour avoir les résultats de tests sur le plan national, jamais ça aurait été pensé possible auparavant, et pourtant c'est fait. En mobilisant justement tous les acteurs avec de l'agilité, avec de la volonté, avec une urgence qui était réelle aussi. Voilà.
La capacité à déverrouiller l'accès à la téléconsultation. Là aussi, Medocteur est en première ligne. En mars 2020, quand tout le monde est confiné chez soi, que les médecins sont sollicités à droite à gauche, la possibilité d'aller chercher de l'information, de faire des consultations sans avoir à se déplacer à travers des outils de télémédecine, c'est une innovation réglementaire. Voilà, c'est un arrêté qui était en place et qui définissait des conditions qu'on a assouplies et qui a permis de passer de quelques centaines de milliers de consultations sur les 6 derniers mois à plus de millions de consultations en quelques semaines. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on peut arriver à faire bouger en pensant effectivement à la fois la nécessité de les faire évoluer, le temps, et puis tous les éléments qui vont permettre ensuite de vérifier qu'on atteint bien les objectifs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir justement comment l'innovation peut servir des objectifs urgents et surtout comment est-ce qu'on peut penser en temps de paix, comme disait Gérard, à pérenniser cette vision-là, pérenniser ces interactions, pérenniser cette pensée tout à fait transversale de l'innovation. Et du coup, à la PHP, alors là, on est vraiment à l'Hôtel Dieu dans un projet qui incarne très bien, de manière très concrète, cette volonté d'innovation. Ce n'est pas l'innovation en dehors de l'hôpital, c'est l'innovation dans l'hôpital avec des écosystèmes. Il y a un consortium qui a été lancé il n'y a pas si longtemps. Et puis, je crois qu'il y a un point qui est intéressant à souligner, quand même, Nicolas, c'est la dimension de la souveraineté aussi à un moment donné. Et je crois que là, vous avez été jusqu'à investir dans une start-up pour pouvoir permettre à cette start-up qui est issue de la PHP de se développer. Oui, tout à fait. Et peut-être pour reprendre les choses un peu dans le désordre, mais sur les points que vous évoquez à l'instant. D'abord, on n'est plus en guerre encore qu'on rentre en guerre. Et 2, si on est en paix, on va devoir être en paix armée. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la première question qu'on a, c'est comment on ne perd pas ou comment on capitalise sur ce qu'on a su faire pendant la crise. C'est le point de tout ce qu'on se dit depuis le début. La crise, elle impose aux acteurs de travailler ensemble. Elle impose une finalité, une urgence, elle définit très clairement des buts et elle aligne comme ça les gens. La question, au fond, qu'on a devant nous, c'est comment on arrive à aligner tout le monde sans avoir cette pression externe-là. Et je pense que c'est une des questions majeures qu'on a aujourd'hui. Une des choses qu'on essaie de faire à l'Hôtel Dieu, qui participe à la structuration du paysage à l'échelle francilienne, française et européenne, c'est d'essayer de construire et de partager une vision entre les acteurs privés, acteurs publics. On travaille avec Nouvéal, Weezing, Sliffen, Implicity et Nabla sur un gros projet démonstrateur de ce que pourrait être demain une sorte de plateforme de référence de télésurveillance, qui par ailleurs doit pouvoir s'articuler avec les uns et les autres. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir avoir une vision forte de ce vers quoi on va, médicalement et en termes d'outils. Et que si on n'est pas capable de réfléchir, de construire, d'installer une vision collective de ce à quoi ressemble demain un système de télésurveillance sur lequel doivent pouvoir venir se plugger des solutions verticales dans plein de champs, capables d'intégrer de nouvelles dimensions d'intervention, d'articulation. Vous citiez de manière excessivement juste le fait que pouvoir suivre à distance, c'est bien, pouvoir envoyer une infirmière, c'est mieux. Toutes ces choses-là, il faut cette vision. Il faut l'installer. Et donc, le premier propos de l'Hôtel Dieu, c'est de construire, avec un premier groupe de start-up et en élargissant progressivement les choses, cette vision-là autour de laquelle travailler. Premier élément. Deuxième élément, il ne suffit pas simplement d'avoir une vision. Il faut savoir effectivement travailler ensemble. Et il faut pouvoir retrouver cette forme d'agilité, de réactivité, de souplesse que nous a donné la crise. Antoine parlait d'innovation réglementaire. En tout cas, trouver la manière de ne pas re-rentrer dans la parade nuptiale traditionnelle, juridiquement assez contrainte, à laquelle on est habitué. Et donc, autour de l'Hôtel Dieu ou à l'Hôtel Dieu, ce qu'on essaie de construire aussi, c'est une sorte de plateforme d'innovation ouverte ou d'offres de services qui permettent de travailler effectivement le plus facilement possible dans une relation saine entre les startups et l'hôpital. Ça veut dire retrouver des experts médicaux, pouvoir travailler avec eux, ça veut dire pouvoir organiser des POC ou des premiers déploiements dans un cadre à peu près réfléchi, à peu près efficace, ça veut dire pouvoir monter des études cliniques qui fassent du sens au regard d'une stratégie de market access, de monter des études cliniques qui ont du sens. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire pouvoir le faire facilement ou le plus facilement possible. Et ça veut dire le faire en ayant un endroit où on sait qu'on peut essayer d'interagir sur ces sujets-là. Et puis, il y a un troisième point qui est important aussi. Et donc,
dans cet environnement-là, au passage, on organise le dialogue effectif et quotidien entre les médecins, les innovateurs, les chercheurs. Mais on essaie de faire en sorte que ça se crée, cette espèce de collectif, au-delà de la vision en pratique. Et troisième élément essentiel, qui a été souligné au début par Gérard Friedlander, mais qui est un point majeur, c'est que rien de ça ne sera possible si on ne construit pas en même temps le modèle qui correspond à ça. Et des modèles à construire, il y en a un certain nombre. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de l'environnement intellectuel et scientifique qu'apporte Paris Santé Campus et d'autres acteurs. On a besoin de construire des modèles juridiques, des modèles économiques, des modèles éthiques. Il faut que collectivement, on soit en train d'imaginer le cadre dans lequel on va intervenir. Ça n'a rien de trivial. Il y a des enjeux qui sont importants et qui sont lourds. Mais il faut qu'on ait cette réflexion-là en même temps. On s'est rendu compte, on sait tous dans le champ de la santé, qu'il y a des verrous de développement pour les marchés, pour les entreprises, comme pour les hôpitaux, qui sont des verrous de nature réglementaire sur des systèmes qui ont été pensés dans un univers qui n'était pas le même. Et je finis juste par ça, parce que ça me frappe beaucoup ce matin, mais y compris peut-être par le fait de retrouver Antoine dans des situations, dans une configuration totalement différente. Les 18 mois qu'on vient de passer, ils valent un siècle. Si on se resitue tous, là on en était il y a 2 ans. Ouais. Y compris sur les sujets qui sont les vôtres, sur les sujets de télésanté, d'e-santé, on a clairement changé d'univers. Et ça, c'est à la fois très bien, parce que ça nous donne, on a basculé, ça nous donne une énergie incroyable, mais ça nous ouvre un très 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 gros défi qui est de digérer tout ce qui ce changement accéléré. Ouais. Voilà. Et pour autant, on ne reviendra pas en arrière, et je rejoins ce point-là, Nicolas, c'est-à-dire on ne reviendra pas en arrière, et pour autant, il y a encore beaucoup de travail de digestion à faire. Le mot de la fin, Marie-Laure, moi j'ai l'impression, pour faire très court, parce qu'on est un petit peu en retard, du coup... on parle de plus en plus de public-privé quand même, entre nous là, depuis tout à l'heure. Oui, de plus en plus. Après, on a la chance aussi de convier les gens qui y croient et qui ont envie. Il va y avoir besoin aussi d'avoir un effet d'accélération, d'entraînement. Mais oui, le public-privé, ça commence à être un peu plus naturel, même si on a des verrous parfois. Et juste, pardon, je sais qu'on est en retard, mais la commande publique en innovation est quand même pas toujours évidente. Pardon, c'est pas du tout une offense. Je pense que tout le monde a bien conscience de ça, et vous le premier. Et voilà. Et il y a une autre petite chose. On parle beaucoup de start-up. Il y a un dernier point, c'est comment on fait de ces startups des ETI, parce que moi, les licornes, tout ça, c'est le truc à la mode, je veux bien. Mais il faut surtout faire des entreprises durables et qui se développent, parce que l'époque avec des startups, c'est super, c'est le début de l'innovation, mais comment on développe nos entreprises? Voilà, pour moi, ça, c'est important. Un sujet de fond qu'on aura l'occasion de réadresser à l'Axel. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. C'est cette belle ouverture. Donc, l'hôpital de demain, il est en réseau, dans un lien ville-hôpital plus fort. Et ça, je crois que vous avez bien passé le message.